Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci à tous ceux qui nous écrivent sur la page Facebook de l'émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à réagir à nos publications et à nous encourager. Ce soir, nous parlons de troubles de la thyroïde, un problème de santé publique qui touche beaucoup de monde, notamment les femmes. La thyroïde, cette glande située à la base du cou et qui produit des hormones essentielles au bon fonctionnement de nombreux organes vitaux à tous les âges de la vie. Mais parfois, ce chef d'orchestre déraille, donnant un rythme trop rapide ou trop lent à l'organisme, provoquant un mal-être qui peut se manifester par des troubles du rythme cardiaque, des troubles digestifs, des troubles du sommeil et de la libido, mais aussi une dépression. Si vous souffrez de ce genre de symptômes, vous devriez consulter car cela peut révéler un dysfonctionnement thyroïdien. Pour reconnaître cette maladie et vous mettre sur le chemin de la prise en charge, je reçois ce soir le docteur Mohamed Laifa. Vous êtes endocrinologue, président de la SARM, Société algérienne de la recherche médicale. Bonsoir. Bonsoir et merci. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. J'ai également le grand plaisir de recevoir Madame Huria Khlifi. Vous êtes notre témoin ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle au passage que vous êtes patiente atteinte de thyroïdite d'Hashimoto. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est. J'ai également le grand plaisir de recevoir ce soir le professeur Mourad Samrouni. Vous êtes endocrinologue, vous êtes ancien président de la Société algérienne de diabétologie, mais aussi d'endocrinologie. Vous êtes également ancien chef de service des hôpitaux. Bonsoir. Bonsoir. J'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Namouni Abdelatif. Vous êtes endocrinologue libéral. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir à tous et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette thématique qui touche beaucoup de monde. Madame Huria Khlifi, merci encore d'avoir accepté notre invitation parce que on n'arrête pas de le dire dans cette émission. C'est très important de libérer la parole et d'entendre la voix du patient. Alors je disais à l'instant que vous êtes atteinte de la thyroïdite d'Hashimoto. C'est une forme d'hypothyroïdie. On va voir cela avec les professionnels tout à l'heure. Mais avant, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez su ou depuis que vous avez cette maladie tout simplement? Le changement, c'est beaucoup de déprime, de tristesse, des troubles digestifs, de la fatigue matinale, l'impression de ne pas avoir dormi alors qu'on a dormi toute une nuit. Voilà, la constipation, les frissons, frilosité même en été. Voilà. Alors il y a aussi peut-être justement, c'est un point qui vous tient à cœur, cette problématique d'incompréhension de cette dimension justement de cette fatigabilité dont vous venez de parler. C'est aussi cette notion également de déprime, incompréhension par monsieur tout le monde, mais aussi par les professionnels également, vous dites, oui, Madame Khlifi. Malheureusement. Même par les professionnels de la santé. Certains vous disent vous n'avez rien, ça se passe dans votre tête. Et après, vous vous dites, moi, j'ai une famille, j'ai un travail, Mais vous avez toujours été active, et oui. Il n'y a pas de raison pour que je déprime. Donc, ça doit être une maladie. Voilà, c'est pas parce que le professionnel n'a pas trouvé qu'il n'y a pas de maladie. Donc, il faut chercher, creuser jusqu'à trouver. Donc le jour où on vous a posé un diagnostic, ça a été un soulagement? Oui, bien sûr. Oui. Docteur Laifa, la thyroïde est définie un peu comme la jonction entre le mental et le physique. D'ailleurs, c'est pas un hasard si elle est placée entre la tête et le reste du corps. C'est ce qui explique un peu que le dérèglement implique un peu un dérèglement de tout le système neurophysique, c'est ça? Tout simplement parce que d'abord, elle est quand même à la porte une contribution importante dans le métabolisme en général. Et puis, parce que il n'y a pas un endroit où les sécrétions thyroïdiennes, donc les hormones thyroïdiennes, n'ont pas un effet direct ou indirect. Donc, leur absence ou leur hyperactivité, leur hypersécrétion peut entraîner des troubles. Et qui sont des troubles qui passent d'un symptôme à son opposé en fonction de problème qui est posé. En général, au début, on a des symptômes simples qui ressemblent aux symptômes quotidiens. La fatigue qui ne se fatigue pas avec ce rythme de travail, qui ne dort pas bien, qui ne prend pas un peu plus de poids alors que par rapport au régime habituel. Alors qu'on voit que, par exemple, dans le cas de l'hypothyroïdie qui est la plus fréquente, c'est une maladie qui est en train de s'installer, et bien sûr en influençant un certain nombre d'organes
des symptômes apparaissent. Au début, ils sont discrets, mais avec le temps, si ce déficit continue, bien évidemment, ils vont être visibles. La notion d'hérédité génétique, elle est présente. En général, c'est exceptionnel qu'il soit un cas complètement isolé et que ce cas n'existe pas dans la famille. C'est vrai, comme vous l'avez bien dit au départ, c'est pratiquement une maladie de la femme. 7 femmes pratiquement sur 10 hommes. Mais en général, parfois elle est accompagnée par ce qu'on appelle des goitres. Donc un goitre, c'est une augmentation du volume, pas plus que ça, mais pas indépendamment de l'influence sur l'effet sécrétoire de la cellule. Bien sûr, effectivement, la thyroïde est une maladie qui est en train... les troubles thyroïdiens, c'est une maladie qui soit dans l'hyper ou dans l'hypo, qui est en train de changer carrément la donne chez beaucoup de gens et qui voient sa vie effectivement changer. Oui. Alors justement, je vais parler peut-être un peu plus d'hypothyroïdie dans un premier temps, parce que c'est le cas de Madame Khalifi qui est notre témoin ce soir. Professeur Senouni, il est compliqué, il est très difficile de vivre avec une hypothyroïdie. Je vous pose cette question parce qu'il y a beaucoup de malades qui disent littéralement qu'il y a un avant et un après ce dérèglement. Oui, je pense, comme ça vient d'être dit, et comme je vous le disais en aparté avant d'entrer dans le studio, il y a 2 formes d'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie clinique, avec ses symptômes cliniques. Il n'y a pas de symptômes pathognomoniques qui signent la maladie, mais c'est un ensemble de symptômes. Asthénie, constipation, un syndrome dépressif plutôt, anxiété, difficulté à dormir, etc. Cet ensemble de signes doit pousser le médecin à penser à l'hypothyroïdie. Donc c'est un ensemble de signes qui confluent vers ce diagnostic, assuré par un simple dosage accessible actuellement, qui n'est pas très cher, c'est le dosage de la TSH. Elle lève l'équivoque immédiatement. Ensuite, la seconde étape, c'est de voir de quelle origine c'est. Et puis il y a, depuis quelque temps, les hypothyroïdies un peu infracliniques. Quand on fait des opérations de dépistage, il y a à peu près moitié en hypothyroïdie clinique et moitié un peu en hypothyroïdie dite infraclinique, c'est-à-dire sans symptômes cliniques. Et quand on dose la TSH, elle est modérément élevée, elle n'est pas aussi élevée que l'autre, que la première, et avec une FT4, les hormones libres périphériques sont dans la norme, ce qui n'est pas le cas dans le premier cas. Dans le premier cas, les hormones thyroïdiennes sont basses. Mais les risques sont les mêmes, professeur ? Non. Les risques ne sont pas les mêmes, et certains auteurs commencent même à revenir un petit peu en arrière en disant on est parti un peu trop vite et on s'est mis à traiter à tout bout de champ. Dès que la TSH est supérieure à la limite supérieure de la norme, il faut aller... et donc, il faut négocier avec le malade, voir les symptômes qu'il a, et décider ou non de traiter une hypothyroïdie infraclinique. Absolument. Particulièrement, c'est le sujet âgé, parce que les normes, il faut le savoir aussi, malheureusement beaucoup de gens ne le savent pas, mais les normes ne sont pas les mêmes pour un sujet jeune qu'un sujet âgé. Au-delà de 65 ans, une TSH à 7, c'est normal. Une TSH à 8 chez quelqu'un de 80 ans, c'est normal. Une TSH à 9 chez quelqu'un de 90 ans, c'est normal. Donc il faut aller lentement, parce qu'à l'époque, on pensait que 9, 7, 6, il fallait traiter. Et maintenant, on revient à cela. On va revenir sur les normes, justement, quand on parlera de dépistage, professeur. Alors, on sait aujourd'hui, globalement, que ces dysfonctionnements sont généralement d'origine auto-immune, comme disait tout à l'heure docteur Laifa. Mais aujourd'hui, on parle aussi de cette dimension de l'environnement. Est-ce qu'on peut incriminer aussi dans l'avènement de troubles thyroïdiens, est-ce qu'on peut incriminer un peu notre mode de vie aujourd'hui dit à l'occidental ?
Oui, on peut l'incriminer. Vous savez tous que les dystéroïdies actuellement, donc, elles sont de plus en plus fréquentes, particulièrement en Algérie. En consultation, ça reste toujours la première, le premier motif de consultation de nos patients après le diabète. Donc, la présence de perturbateurs endocriniens actuellement, donc, influe directement sur la thyroïde. Ils peuvent donner de l'inflammation et entraîner donc des perturbations de la fonction thyroïdienne. Restent aussi les maladies auto-immunes. Par rapport à notre patiente, quand on a parlé de fatigue et de déprime, je pense il y a aussi, quand on parle de maladies auto-immunes, il faudra rechercher d'autres maladies auto-immunes. Absolument. Parce qu'il y a d'autres maladies auto-immunes qui peuvent donner... je pense que c'est le cas de Madame Khalifi qui a aussi un syndrome 7. Dépressif et des maladies de système. Voilà. Donc je pense sont accompagnés très souvent par des problèmes justement d'angoisse et de déprime. Bien sûr. C'est ça. Et donc voilà. Donc il faudra prendre chaque patient comme tel et le traiter convenablement. Oui, au cas par cas. Alors le problème de la thyroïde est une pathologie, comme nous le disions au tout début de cette émission. J'ai envie de dire qui reste prépondérante chez la femme. Mais est-ce qu'on voit aujourd'hui, puisqu'il y a aussi j'ai envie de dire, des facteurs environnementaux qui sont aujourd'hui impliqués, est-ce qu'on voit beaucoup d'hommes aujourd'hui en consultation, ou encore des adolescents, parce qu'on parle aussi d'une sorte d'hypothyroïdie peut-être à la puberté. Est-ce qu'on voit ces cas? On en parle en tout cas en Europe. Même aux enfants, chez les enfants. Oui. On a de plus en plus de thyroïde. C'est-à-dire il y a un rajeunissement de l'âge de la maladie. D'abord le dépistage. Il est très important, il est beaucoup, c'est-à-dire il est visible, il est manifeste, les gens se soignent. On trouve plus. Se soignent, parce que parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on faisait des raccourcis. Quand on est fatigué, on a l'impression qu'on a déjà une explication, et ceci peut durer des années. En plus, l'évolution n'est pas la même. Même quand il s'agit toutes les thyroïdites n'évoluent pas à la même vitesse chez tout le monde. Et donc, ceci va entraîner, bien évidemment, parfois des diagnostics tardifs. Encore plus quand les moyens et l'accessibilité n'est pas... Ou bien quand on a une pathologie auto-immune autre qui peut être associée. Parce que généralement, il s'agit d'un terrain. Vous voyez, même chez les diabétiques, vous savez, ce que je dis souvent à mes patients, que le diabète et la thyroïde sont des maladies causines. Donc, il y a toujours une histoire, des liens quelque part qui va entraîner ceci. Effectivement, les troubles par rapport aux perturbateurs endocriniens, c'est visible et ça concerne pratiquement tout le monde. Ce n'est plus avant, il y a peut-être une vingtaine, voire une trentaine d'années, la thyroïde concerne la femme pratiquement après 40 ans. Les nodules, oui, on peut avoir quelques déformations, qui ne sont pas liées, justement, c'est un point que je voulais quand même attirer l'attention, que quand on a des nodules ou un goitre, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une dysthyroïdie, plutôt qu'il y a une hypo, une hyper. On peut avoir une glande qui est entièrement élevée, son volume élevé, avec des nodules ou sans nodules, mais elle continue à fonctionner correctement, et on peut voir des thyroïdes qui sont strictement très belles à l'échographie, mais en même temps ils sont en hypo, en hyper, encore plus quand il s'agit d'une maladie auto-immune, qui soit de l'hyper ou de l'hypo. Vous voulez réagir peut-être sur le dernier mot, justement? Je voulais réagir, vous parliez de perturbateurs endocriniens, moi je voudrais revenir aux choses basiques, connues. Vous savez qu'avant 90, avant l'institutionnalisation du sel iodé obligatoire en Algérie, nous vivions pendant de longues années, je voudrais rendre hommage à mon maître, le professeur Moulay Benmiloud et toute son équipe qui a beaucoup travaillé sur ce registre-là. L'Algérie était un pays caractérisé par une carence en iode. Nous avions même des zones hyper carencées en iode, où il y avait 0 iode dans les urines et qui entraînait des pathologies extrêmement sévères, particulièrement cérébrales. Et donc,
les populations, toutes les régions côtières, montagneuses, etc. Nous avions des écoles, je me rappelle à l'époque où je travaillais avec le professeur Bachtarzi aussi, qui a travaillé sur 2 régions, une en Kabylie et une sur les montagnes au bord de l'eau du côté de Tipaza, à Gouraya. 50% des classes, 57% des classes étaient goitreuses. Goitreuses et la moitié étaient nodulaires. Donc c'était une véritable pathologie, ça entraînait beaucoup de choses, ça entraînait des troubles de l'hypothyroïdie, c'est le terrain de l'hypothyroïdie, la carence en iode. S'il n'y a pas d'iode, on ne peut pas fabriquer des hormones thyroïdiennes. Ça entraînait de l'hypofertilité, ça intervient sur la fertilité. Ça entraînait des goitres nodulaires. Et ça entraînait aussi de la chirurgie, avec ses conséquences que l'on connaît. Donc ça entraînait les troubles dus à la carence iodée. C'était extrêmement nombreux. Aujourd'hui, cette situation quand même est révolue. Donc 90, fini. 90, obligatoire le sel iodé. Nous avons la preuve, et nous avions la preuve bien avant que nous fassions des campagnes pour voir un petit peu le niveau de l'iode actuellement en Algérie. Nous avions déjà démontré il y a quelques années, à partir de mon équipe qui était au CPMC, d'abord que les hyperthyroïdies dites AT3, 30% des hyperthyroïdies sont diagnostiquées par l'AT3 et non pas l'AT4 à l'époque. Et ça, c'était dû à la carence iodée, parce que la glande thyroïde n'ayant pas d'iode fabrique plus de T3 que de T4. Puisqu'il en faut moins pour la T3 que la T4. Nous avons donc démontré il y a quelques années de cela que l'hyperthyroïdie à T3 qui était à 30% est passée à 4-5%. Donc c'était un stigmate indirect. Et nous avons démontré aussi que les cancers de la thyroïde peu différenciés en Algérie étaient relativement fréquents, les vésiculaires. Je me rappelle des périodes dans les services où nous avions des métastases osseuses dans le crâne, dans la colonne vertébrale, etc. Ça a totalement disparu. Pourquoi ? Parce que l'apport de l'iode a changé le statut histologique du cancer. Nous avons maintenant des cancers de très bons pronostics, cancers papillaires. Donc ça, c'est la preuve que nous avons passé l'époque, et puis tout récemment, depuis quelques années, des enquêtes locales. Et même l'enquête de l'INSP, il y a 3 ans de cela, il y a une enquête nationale qui a démontré que nous ne sommes plus en carence iodée. On ne peut plus parler, il doit y avoir peut-être des poches, mais en tout cas de manière générale, toutes les études confirment que nous avons un bon apport d'iode. Et c'est peut-être ça qui a changé et qui explique pourquoi à l'époque nous avions des goitres dits endémiques qui nous venaient, mais maintenant ce sont les thyroïdites auto-immunes. C'est par rapport à l'iode. L'iode est un élément extrêmement important qui intervient dans l'immunité de manière générale, et nous avons plus de thyroïdites dites auto-immunes. Et nous avons des chiffres de thyroïdites auto-immunes à l'échelle locale, et nous avons des chiffres aussi d'hypothyroïdie. Est-ce qu'on peut les rappeler, professeur ? Oui. Alors il y a une enquête toute récente. Il n'y a pas eu d'enquête nationale, mais ce sont des noyaux de doctorants qui font des travaux, etc. Par exemple, Dr Benzien à Oran, sur la commune d'Oran, trouve, lui et son épouse, Madame Benabadji, 21% d'anticorps anti-TPO ou anti-TG, donc les anticorps positifs. Donc il y aurait, c'est ça le stigmate de la thyroïdite auto-immune, il y aurait autour de 22%. Parmi ces 22%, 9% sont en hypothyroïdie. La moitié, le plus souvent, infraclinique. Très peu d'hyperthyroïdie. Donc voilà, la situation actuelle, on peut dire, c'est des chiffres importants. Oui, bien sûr. 22% d'auto-immunité, si ça se confirme. On n'est pas très loin d'autres chiffres, à Alger, Tizi Ouzou, etc. Et il faut rappeler aussi que, justement, ce que vous venez de dire, pour que les gens comprennent, que l'hypothyroïdie, c'est celle qu'on voit le plus souvent. C'est pas toujours le cas. Comme le cas, par exemple, de Madame Khalifi, le syndrome d'Hashimoto aussi, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. La thyroïdite auto-immune d'Hashimoto, c'est quoi ? C'est une hypothyroïdie avec des anticorps positifs et un goitre.
Voilà. Monsieur Hashimoto l'a découverte il y a quelques années, on lui a gardé son nom. On va voir peut-être justement avec docteur Namouni, on a vu dans le reportage justement un cas d'hyperthyroïdie. Alors madame, depuis tout à l'heure on dit qu'elle est elle a un problème d'hypothyroïdie. C'est quoi la différence finalement entre les deux? En fait, nous savons tous que la thyroïde produit deux types d'hormones, donc représentées par une hormone, comme il a bien expliqué le professeur Simouni, donc une hormone qui est active, qui est la T3, et une hormone qui n'est pas active, c'est une hormone de stockage qui est la T4, donc la thyroxine. Donc ces deux hormones sont produites à partir d'un élément naturel qui est l'iode, et lorsqu'il y a un apport adéquat qui est de l'ordre de 300 microgrammes par jour, donc on a une euthyroïdie. Mais au fait, quand il y a cet apport soit en excès ou en déficit, donc la production en hormones thyroïdiennes va se modifier, va être perturbée, soit vers l'hypothyroïdie quand l'apport en iode est en déficit, ou en hyperthyroïdie quand l'apport est en excès. Donc voilà, donc l'hyperthyroïdie ou l'augmentation des hormones thyroïdiennes va entraîner une modification de certaines fonctions au niveau du corps. Donc sur le cœur, on va avoir une accélération du rythme cardiaque en cas d'hyperthyroïdie, une accélération du transit intestinal avec une diarrhée, un amaigrissement avec une moiteur des mains et des tremblements. Sur le plan psychique, on peut avoir donc une agitation avec une nervosité, une labilité de l'humeur, et même des troubles du sommeil. Par contre, quand il y a une hypothyroïdie, donc il y a un manque de production. On va parler aussi de perte de poids aussi, ça c'est très important aussi. Très important, il y a une perte de poids qui contraste à un appétit conservé. Donc sur le plan psychique, j'ai dit qu'il y avait donc toute une perturbation et concernant l'hypothyroïdie, donc c'est il y a d'autres symptômes aussi qu'on pourra citer également, peut-être pour rappeler aux gens qui nous regardent, la transpiration peut-être excessive, l'hyperthermie également. Oui, ce sont toujours des signes en rapport avec... les yeux exorbités, ce qu'on a vu tout à l'heure aussi dans le reportage par exemple. C'est spécifique à l'auto-immunité qu'on retrouve... C'est ça, la maladie de base d'eau. Dans la maladie de base d'eau. Mais c'est pas un signe de l'hyperthyroïdie. Donc il faut faire la différence entre les signes de l'hyperthyroïdie et les signes de l'auto-immunité. Donc il y a un autre signe qui est en rapport avec l'auto-immunité, qu'on le retrouve souvent dans la maladie base d'eau, représenté aussi par l'œdème prétibial. C'est un épaississement qui se trouve au niveau des jambes, et ça signe aussi donc l'auto-immunité. Par rapport à l'hypothyroïdie, donc c'est le ralentissement. Est-ce qu'on peut continuer aussi les symptômes sur l'hyperthyroïdie? Il y en a encore d'autres. Alors par exemple, on peut parler d'arrêt des règles, par exemple chez les femmes. Ça peut être un symptôme aussi. Oui, il y a des symptômes en rapport avec chez la femme. Donc il y a des troubles du cycle menstruel. Il y a aussi on peut aller jusqu'à l'infertilité et des troubles de la libido, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Absolument. Donc, le sommeil aussi. J'ai dit qu'il y a une perturbation du sommeil avec. Voilà. Alors pour l'hypothyroïdie maintenant. Pour l'hypothyroïdie, donc il y a un ralentissement. Il fallait citer pratiquement quand même tous les symptômes pour que les gens puissent se reconnaître. Oui. Donc pour l'hypothyroïdie, donc c'est tous les signes contraires par rapport à l'hyperthyroïdie. Donc il va y avoir un ralentissement de ces fonctions. Donc au fait, on aura deux signes majeurs et un signe en rapport avec donc l'infiltration qui se trouve au niveau de la peau et au niveau des muqueuses, parce qu'en cas d'hypothyroïdie, il va y avoir une accumulation des mucopolysaccharides au niveau donc de ça veut dire quoi ça? C'est des produits qui se localisent au niveau dans les tissus cutanés ou sous-cutanés, et il est en rapport avec l'hypothyroïdie. Donc il va avoir donc une infiltration, donc on va avoir un visage qui est remboudiné, il va y avoir un comblement, une espèce de gonflement, c'est ça? Gonflement, voilà, c'est ça. Donc une macroglossie, donc un épaississement de la langue qui peut compliquer par la suite par un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. C'est-à-dire on n'arrive pas aussi par exemple à déglutir les aliments aussi, ça peut créer des problèmes de déglutition. Respirer surtout la nuit. Il va y avoir des coupures de respiration le soir jusqu'à l'apnée, donc l'arrêt total de la respiration. Et ça c'est un signe grave qu'il faudra intervenir rapidement, c'est-à-dire donner le traitement et aussi proposer des traitements spécifiques par rapport au syndrome d'apnée du sommeil. On a aussi des anomalies au niveau de la peau avec donc une peau qui est squameuse, sèche,
avec des ongles qui sont striés et cassants. On peut avoir aussi un gain de poids aussi, parce qu'on en parlait d'amaigrissement dans le cas de l'hyperthyroïdie. Une augmentation du poids accompagnée d'une frilosité. On peut avoir aussi des troubles neuropsychiques, à savoir donc une lenteur psychomotrice avec des fois une tendance à la dépression, voire carrément un syndrome dépressif. Ce que disait tout à l'heure Madame Préfi. Surtout qui se voit chez les sujets âgés. On peut avoir aussi d'autres signes, à savoir des signes digestifs comme un ralentissement du transit intestinal, voire une constipation chronique. Donc tous ces signes doivent rechercher une hypothyroïdie, et auquel cas il faudra traiter rapidement. Absolument. On parle de ralentissement aussi du processus mental. Quand on parle du ralentissement du processus mental, on parle d'oubli, on parle de quoi au juste, Dr Laifa? Peut-être que Madame Préfi pourra répondre aussi à cette question. Est-ce que ça vous arrive d'oublier, par exemple, beaucoup d'oubli, des problèmes de concentration? Dites-nous un peu comment ça se passe. Oui, de l'oubli, des choses par exemple. On se dit que tout le monde oublie. Oui. Mais quand on a une hypothyroïdie, on comprend que c'est peut-être dû à ça. C'est ça. Voilà. Oui. Oublier des noms, de fermer le gaz. De fermer. Non, c'est-à-dire des noms des gens, de personnes qu'on connaît, c'est ça? De prendre son comprimé. Est-ce que je l'ai pris ou non? Voilà, est-ce que je l'ai pris ou non? Ça m'arrive. Est-ce qu'on oublie par exemple les noms de personnes qu'on connaît? D'où l'intérêt d'avoir un pilulier. Ça, c'est... Oui. Dr Laifa? En réalité, les troubles à ce niveau-là sont caractérisés d'abord par un trouble de concentration. Donc, au moment où on fait le geste, on n'a pas concentré, on n'a pas enregistré l'acte. À ce moment-là, on oublie, on a mis les clés. C'est pas parce qu'on a, c'est au moment où il y a un trouble de concentration. Donc, on fixe pas l'information. Donc, et ceci peut être également dû parce qu'il faut pas réduire, parce que les hormones thyroïdiennes, comme il a bien expliqué, il y a la thyroïde. D'abord, si on revient, on commence en amont, la TSH, beaucoup de gens pensent que la TSH est une hormone thyroïdienne, c'est une hormone hypophysaire. Oui. Donc elle est là pour contrôler la thyroïde. Et c'est un donneur d'alerte. Donc quand elle augmente, et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas, quand la TSH c'est l'inverse en fait, c'est ça. Augmente, il y a une hypothyroïdie. Absolument. Et les gens... Voilà, c'est augmenté chez moi, normalement je suis en hyper. Non, donc parce que justement la TSH est une hormone thyroïdienne, elle donne l'alerte, elle nous avertit qu'il y a un problème et elle continue à crier, donc elle continue à augmenter. Et l'inverse, quand elle est effondrée, c'est que le territoire est acquis à la glande, il y a trop d'hormones thyroïdiennes et c'est pour ça qu'on... Donc pour revenir aux transformations, parce que la thyroïde, d'abord elle fabrique ou elle sécrète le T4, le 4 c'est les 4 ions d'iode, et elle doit perdre, pour qu'elle soit active, on doit perdre au moins un ion au niveau du foie, avec la participation d'autres éléments, sélénium, le cuivre, le fer et tout ça. Et c'est pour ça que ces éléments-là, quand il y a un dysfonctionnement à ce niveau, peuvent influencer beaucoup d'autres réactions enzymatiques, métaboliques, et c'est pour ça cette série de symptômes qui peut être focalisée. On peut, par exemple, découvrir une dysthyroïdie à l'occasion d'un syndrome de canal carpien, qui est indépendant, alors que ce même patient ne présente pas encore une asthénie quelconque. Ça peut être un changement de comportement, et là je reviens directement à votre question, par une personne qui n'est pas connue d'avoir les larmes faciles. Alors elle se découvre qu'elle pleure pour n'importe quoi, qu'elle déprime, il y a un retrait social, elle veut être seule, elle veut, donc il y a des qui pleure comme un enfant. Voilà, pour une raison et là, ça peut attirer l'attention et ça peut passer, par exemple, par le psychologue ou bien le psychiatre carrément. Et puis, on voit que ces médecins-là nous renvoient le patient au départ. Tiens, le problème, attention, il est thyroïdien et vous n'êtes pas encore au stade de problème. Il y a un point, peut-être, vous allez me dire, oui, professeur Simouni, je vais vous poser la question. Vous voulez réagir? Oui, allez-y. Oui, je voulais réagir. Hyperthyroïdie, hypothyroïdie, les auto-anticorps que le corps fabrique, il y a deux types d'auto-anticorps. Il y a les anticorps bloquants, il y a les auto-anticorps stimulants. Les stimulants stimulent la glande thyroïde qui va se mettre à fabriquer de manière folle les hormones thyroïdiennes, et les anticorps anti-TPO inhibants, anti-TPO et anti-TG, eux vont plutôt s'attaquer à la glande thyroïde et la détruire, ce qui va entraîner une hypothyroïdie. Donc ce sont deux choses différentes sur le plan éthiopathogénique. Et la clinique, elle est en miroir.
il prend du poids en hypothyroïdie, il maigrit en hyper. Il a les réflexes achilléens ralentis. D'ailleurs, on oublie toujours de prendre. Mon patron, très très souvent, prenait son marteau à réflexe quand on arrivait, on blablatait, etc. Et il nous le montrait. Tac, regardez le réflexe achilléen. Ralenti dans l'hypothyroïdie, et on s'y trompe pas quand on sait le prendre. Vif, rapide dans l'hyperthyroïdie. Thermophobie, on a chaud, au mois d'août, elle est sous les couvertures, on s'en rend compte quand on rentre dans les salles, c'est l'hypothyroïdie. C'est mon cas. Thermophobie, Vous n'avez pas froid, Madame Khalifi. on Non, renvoie, maintenant je suis bien. on jette les draps, on étouffe, Voilà. etc. Donc c'est l'image pratiquement en bradycardie, tachycardie. On a oublié de dire aussi que l'hyperthyroïdie, c'est peut-être aussi beaucoup plus fréquent, plus dangereux que l'hypothyroïdie. Oui, ça c'est vrai. À tel point que nous préférons détruire parfois la glande thyroïde pour faire passer le malade en hypothyroïdie, qui est une guérison, parce que nous savons substituer l'hypothyroïdie. Tandis que l'hyperthyroïdie peut entraîner des complications majeures, oui, cardiovasculaires. À l'époque, nous vivions beaucoup de cardiothyréose. C'était très à la mode avec Madame Chétour, à tel point qu'on a embauché des cardiologues dans le service pour nous aider à prendre les hyperthyroïdies compliquées de cardiothyréose, c'est-à-dire en insuffisance cardiaque ou des troubles du rythme, de la CFA, etc. Donc ça, c'est des stigmates de l'hyperthyroïdie et les troubles psychiatriques. J'ai souvenir d'avoir vu une patiente se jeter par la fenêtre à l'hôpital de Baïnem, à l'époque quand on a ouvert Absolument. avec Madame Bouskine le service. Donc vous voyez, il y a des complications sévères de l'hyperthyroïdie, pas aussi sévères sur le plan cardiovasculaire, mais qui entraînent effectivement des symptômes qui ne sont pas pathognomiques. Voilà pourquoi on ne les reconnaît pas immédiatement. C'est un ensemble de signes qui doit pousser le médecin à demander une TSH. Je rappelle simplement que nous sommes en train de parler de l'hypothyroïdie de l'adulte, 18 ans et au-delà. Parce que pour l'enfant, on pourra revenir peut-être tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on aura le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous restent à dire. Alors, je voulais revenir avec vous brièvement, si vous pouvez, le professeur Semlouni, sur le stress qui est aujourd'hui, parce qu'on parle dans les facteurs de risque, on en a cité quelques-uns, on a parlé de terrain génétique, on a parlé de perturbateurs endocriniens, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a l'âge aussi. Est-ce que finalement cette glande, elle s'use au fil du temps, et est-ce que le stress y est pour beaucoup, parce qu'on dit quand même qu'elle est là un peu pour nous protéger de ce stress. Oui. Le stress, on le recherche comme facteur déclenchant dans l'hyperthyroïdie. M'a dit de Basdo, j'ai perdu mon frère il y a un mois. Elle arrive, elle a maigri 10 kilos, syndrome thyrotoxique est là, ça pose pas d'équivoque. Donc le stress peut être un facteur déclenchant. On le trouve parfois, pas souvent, 30% des cas, mais parfois il n'y a pas de notion de stress. Bon, dans l'hypothyroïdie, il n'y a pas cette notion de stress, de facteur déclenchant. C'est dans l'hyperthyroïdie. Les formes génétiques, oui, mais elles sont pas. Il y a les formes familiales de Basdo, on en a. Une fois tous les 2-3 ans, tiens, la sœur, le frère, la tante ont des Basdo. C'est des formes familiales sur un terrain génétique. Des thyroïdites auto-immunes, sur le plan génétique, aussi, mais c'est tellement fréquent maintenant qu'on ne sait pas si c'est réellement familial, parce que la pathologie est très prévalente, ou c'est parce que c'est génétique. C'est moins net que dans le Basdo. Il y a un système HLA particulier dans le système, dans la maladie de Basdo. On va passer donc il n'y a pas de... Le stress, oui, joue. Vous avez dit la glande thyroïde vieillit. Oui, bah, comme nous tous. Oui. On vieillit, elle aussi, elle vieillit. Voilà, c'est ça, elle s'épuise, j'ai envie de dire. Elle vieillit, mais elle garde l'œil, elle garde le contrôle. Oui. C'est les normes qui doivent changer. Nous vivons plus longtemps. Maintenant, l'enfant qui naît maintenant mourra centenaire, probablement. Nous, on est à 75-77 ans d'espérance de vie. C'est-à-dire que ce qu'on ne connaissait pas à l'époque, parce que les gens mouraient plus tôt, maintenant avec le vieillissement, on voit apparaître des pathologies du troisième âge, sur lesquelles il faut s'intéresser. On va passer au diagnostic, professeur Semlouni. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, et il nous reste beaucoup de choses à aborder, notamment le diagnostic et le traitement. Alors pour vous, ça n'a pas été facile, hein, Madame Khalifi, vous avez mis beaucoup de temps, hein, vous avez souffert d'une errance diagnostique.
Pour moi, je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Moi, j'ai eu des crampes. J'ai vu mon généraliste. Il m'a dit, vous avez peut-être une hyperparathyroïdie, parce que j'avais une calcémie normale. Donc, on fait la PTH, elle était très élevée. Je vais chez l'endocrino, il me met sous vitamine D. On corrige la PTH, elle descend. Et après, on fait une écho, on trouve des nodules. Et donc, on doit faire la TSH. C'est comme ça que ça a commencé chez moi. Donc, il n'y a pas eu tellement d'errance. Il y a eu peut-être les symptômes, quand j'ai dit au docteur, peut-être qu'on a des symptômes bien avant de faire la TSH, de devoir la faire. Et qu'on n'a pas su lier à... On n'a pas su, voilà. Peut-être que vous avez mis ça. combien de temps entre l'apparition des premiers symptômes et le jour où on vous a dit, voilà, vous avez une hypothyroïdie? Par exemple, pour la déprime, beaucoup de temps bien avant. Oui. Après, il y a eu la prise de poids. Après, ce qui a déclenché, c'était les frissons, beaucoup de frissons. Voilà, c'était insupportable. C'est compliqué de poser un diagnostic, docteur Laifa? Dans les temps qui courent, non, normalement. Avant, c'est vrai. Aujourd'hui, on n'a plus cette notion d'errance diagnostique dans l'hypo ou l'hyperthyroïdie. D'abord, les médecins sont bien formés, la formation continue, même les généralistes, est assurée, donc tout le monde. Les patients aussi. Donc les patients aussi, il y a toujours un dans la famille qui est hypothyroïdien, hyperthyroïdien. On a une notion, c'est pas une maladie étrange complètement qu'on connaît pas, mais c'est quand même assez. Mais il arrive, et c'est l'inverse qui est plus produit. Il y a des patients qui refusent la maladie. Et ils sont dans le déni. Alors, facilement. Et il voit encore une maladie chronique qui s'installe. Parce que la première question que les patients nous posent quand on les met sous traitement, est-ce que c'est chronique? Est-ce que c'est ce médicament? Est-ce que ça guérit? D'abord, est-ce que ça guérit? Ça veut dire que, est-ce que je vais le prendre à vie? Bien sûr, ils ont toujours cette peur. Est-ce qu'on le prend tout le temps à vie? Ou à long terme? Alors là, on revient, par exemple, dans l'hyperthyroïdie, généralement, elle est temporaire. On ne peut pas courir. Un métabolisme accéléré ne peut pas être accéléré à vie. Or, un métabolisme bas, il peut être bas à vie. Donc, l'hypothyroïdie est réellement à certains degrés de déficit, pour le dire. Quand on est au-delà de certains 75-100, c'est difficile de revenir à zéro. Mais quand on est juste compensé et équilibré à 25-50, et en fonction du changement d'autres choses, quand le poids baisse, n'oubliez pas que les doses qu'on donne, c'est aussi par rapport aux conséquences du poids et tout. Je voulais attirer, si vous voulez, à votre attention, et par rapport au public aussi, il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes, à l'âge de gestation, quand ils tombent enceintes, alors qu'ils ne sont pas connus comme hypothyroïdiens. Oui, on dit d'ailleurs que la grossesse est pourvoyeuse d'hypothyroïdie. Et l'on voit par rapport à un chiffre. Nous, on le connaît, nous les médecins. Si elle est supérieure à ce chiffre, on doit compenser. En réalité, la chose est simple pour que le public sache. Parce qu'au début, le fœtus, donc le bébé, n'a pas une thyroïde. Pour constituer sa thyroïde, il a besoin de temps, de plusieurs mois. Donc, il doit compter sur sa maman. Et sa maman doit avoir une thyroïde très active et qui peut donner à son bébé. Besoins. Et puis, cette demande va diminuer jusqu'à 6e, 7e mois. Mais au départ, non seulement elle peut être responsable d'une hypofertilité, qui est au départ donc l'absence d'un déclenchement d'une grossesse correcte, mais même une grossesse, elle peut être arrêtée, encore plus s'il y a dans le fond une hypothyroïdie connue avant. Mais on traite ou pas pendant la grossesse, on traite ou pas finalement? Oui, bien sûr, évidemment. Donc, mais on traite, généralement, on vise un chiffre à atteindre, que les gynécologues le demandent, effectivement, qui donne toutes les chances à cette gestation de continuer. Et aussi dans le postpartum, docteur. Oui, il y a l'hypothyroïdie comme une conséquence, il y a dans l'insuffisance rénale chronique, il y a donc effectivement. La thyroïdite auto-immune du postpartum, c'est une autre entité. On va juste parler peut-être brièvement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 10 minutes du temps de l'émission. Peut-être parler justement du dépistage, professeur Semlouni, brièvement, parce que du dépistage de la thyroïde, des troubles de la thyroïde. Vous voulez qu'on reste dans l'adulte? Oui, on reste dans l'adulte. Bon. Peut-être rappeler aussi, pour les gens qui nous regardent, c'est très important, qu'on peut se faire dépister et qu'actuellement il y a des cliniques, notamment la clinique du Val à Alger, à Hedra particulièrement, qui fait des dépistages gratuits jusqu'à la fin du mois de juin. Donc ça, c'est une information pour le grand public. C'est quoi un dépistage, professeur Semlouni? Vous avez deux types de dépistage. Le dépistage universel pour tout le monde, puis le dépistage ciblé. Ça consiste en quoi? Une prise de sang, c'est ça? Oui, c'est une prise de sang. On va doser la TSH, tout simplement. Si elle revient au-delà des limites qu'on s'est fixées,
eh bien, le patient est convoqué au niveau du cabinet pour rechercher les symptômes, éventuellement second contrôle, parce qu'il y a parfois des erreurs. Il faut vraiment, quand on dit une pathologie à vie, il faut tout de même avoir des arguments assez forts. Donc on recontrôle pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Et si ça se confirme, oui, on recherche l'étiologie. On fait une échographie, mais c'est pas obligatoire et systématique, c'est surtout les anticorps. Si les anticorps sont positifs, le diagnostic de thyroïdite auto-immune chronique lymphocytaire est retenu. Donc ça, c'est le dépistage. Je sais, parce que je n'ai pas participé à ce travail, mais je sais qu'ils le font. Ils recherchent enfin les patients on leur soumet un questionnaire où il y a 10 items. S'il coche plus de 3 items, constipé, je ronfle, tout ce que vous voulez, je me sens fatigué, une asthénie importe. C'est-à-dire un profil, on cherche des profils. Un profil particulier. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas, je vous ai dit, il n'y a pas un symptôme, mais au minimum 3 symptômes. On les appelle et on fait. Je crois savoir qu'ils sont arrivés sur le millier, ils en ont fait 500. Et j'ai eu le chiffre hier. On m'a dit, on a trouvé tout de même 10% d'hypothyroïdie. C'est beaucoup. C'est important, oui. 1 sur 10 est hypothyroïdien, de ceux qui avaient 3. Alors nous, il y a quelques années, un de mes assistants qui est actuellement à l'étranger, nous avons travaillé sur la femme, parce que c'est la pathologie de la femme. Les hommes, oui, mais ils ne sont pas aussi nombreux que les femmes, et les femmes relativement âgées. 45 ans et au-delà, femmes avec un cholestérol augmenté. Nous avons travaillé sur l'Est et sur 1 millier de patientes qui ont été recrutées gratuitement. Un laboratoire nous a aidés à faire les prélèvements. Si vous avez un cholestérol élevé, que vous êtes une femme et que vous avez 45 ans, vous avez le laboratoire pas en face de chez vous qui vous fera gratuitement la TSH. On a trouvé 12%, donc vous voyez c'est à peu près pareil, 12% d'hypothyroïdie, moitié en infraclinique, moitié en clinique patente avec des TSH très élevés. Donc le dépistage, c'est important. Absolument. Très on va passer justement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Non. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va passer à l'importance. Il nous reste pas beaucoup de temps. On va passer peut-être au traitement. Juste un mot sur le diagnostic précoce, docteur Namouni. Qu'est-ce que ça change finalement? Pourquoi on doit se faire dépister et se faire diagnostiquer précocement? Donc on fait le dépistage, c'est pour avoir un diagnostic précoce. Et le diagnostic précoce, donc il va diminuer l'exacerbation des symptômes et prévenir les complications qui sont en rapport avec les dysthyroïdies. Donc si on traite le patient par exemple précocement en cas d'hyperthyroïdie, on va éviter les complications cardiaques et neuropsychiques. Et surtout les complications cardiaques qui peuvent être mortelles. Et pour l'hypothyroïdie, ça change? Pour l'hypothyroïdie aussi, c'est beaucoup plus, c'est pour le confort des patients et éviter aussi les complications. Même pour l'hypothyroïdie, ça existe des complications. Donc les complications, c'est les complications cardiaques. Donc il va y avoir donc une bradycardie avec surtout la coronaropathie qui sera démasquée par la mise en route du traitement. Aussi, il y a dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, on ne va pas arriver à ce stade où il va y avoir des complications, surtout cardiovasculaires, où on peut avoir un arrêt cardiaque nocturne. Donc voilà, grosso modo. Oui, il faut dire qu'il n'existe pas aujourd'hui, en tout cas, de traitement curatif pour l'hyper ou l'hypothyroïdie. L'hyper, c'est la chirurgie? L'hyperthyroïdie, c'est selon l'étiologie. Si on prend par exemple la maladie de base d'eau, donc le traitement de première intention est médical, il se fait en ambulatoire en général, donc d'une durée de 12 à 18 mois. C'est de l'hormonothérapie aussi? On donne des antithyroïdiens. C'est un antithyroïdien de synthèse. Donc on va donner des antithyroïdiens de synthèse qui vont bloquer donc la production des hormones thyroïdiennes en bloquant une protéine qui est responsable de la production qu'on appelle la TPO. Après
18 mois s'il y a une récidive ou une rechute. Donc on va proposer un traitement radical. Et le traitement radical, donc soit par la chirurgie, on va retirer carrément la thyroïde et on substitue parce qu'il n'y a plus de thyroïde. Donc il n'y a plus d'hypothyroïdie. Voilà, c'est l'hypothyroïdie définitive. Une autre cause d'hypothyroïdie. Voilà, et on donne un traitement substitutif à vie. Soit la deuxième alternative, on donne l'iode radioactif ou ce qu'on appelle l'irathérapie. Donc c'est de l'iode radioactif qui va se fixer au niveau de la thyroïde, il va entraîner une destruction des cellules thyroïdiennes et il va plus produire les hormones thyroïdiennes et on tombe aussi en hypothyroïdie. Et donc, tous ces traitements sont disponibles aujourd'hui? Difficilement pour l'irathérapie. Il faudrait faire un appel peut-être au ministère de la Santé. Les centres de médecine nucléaire, dans les hôpitaux, ça devient très compliqué. C'est plutôt dans les cliniques maintenant. Et c'est actuellement le consensus international d'hyperthyroïdie, parce qu'on s'est rendu compte de sa récidive. Vous traitez 18 mois, vous dépensez de l'argent, il va, il vient, les hormones, j'augmente, je diminue le traitement médical. On donne une dose d'iode, une bonne dose d'iode. Il passe en hypothyroïdie, c'est pour nous une guérison et on le substitue à vie. C'est la meilleure thérapeutique de l'hypothyroïdie. Madame Khrifi, justement, il nous reste pas beaucoup de temps. On va terminer avec vous deux. Alors, Madame Khrifi, vous également, vous êtes sous traitement aujourd'hui, en monothérapie cette fois-ci, puisque c'est une hypothyroïdie. Ça se passe comment? Ça va. Vous prenez votre traitement depuis combien de temps? Voilà, j'ai commencé par les petites doses et j'ai augmenté en surveillant le TSH. Une fois, là, je suis depuis longtemps sous l'évothyrox 75. Une fois, je me rappelle, je suis montée à 100. Et j'avais des palpitations. Vous êtes passé à l'hyper. Voilà, donc on est redescendu à 75 et je suis bien. Elle est toujours bonne, ma TSH, dans les normes. C'est bien. Donc c'est bien. Bravo. Ça va vous. Voilà. Docteur Haïfa, alors pour revenir un peu sur l'hypothyroïdie, c'est quoi les traitements aujourd'hui? Donc on parle de l'évothyrox notamment, l'hormonothérapie. Ça marche? Oui, alors juste un détail afin de vulgariser ça pour le public. Si elle est sous 75, ça ne veut pas dire que votre thyroïde ne travaille pas du tout. Donc, en général, si on l'enlève, par exemple, si on suppose on va enlever carrément votre thyroïde, probablement vous aurez besoin de plus de sang. Donc, alors, il ne faut pas abandonner la cause. Votre thyroïde participe à certains pourcentages, en général, quel que soit l'état dans laquelle elle est. Donc, il y a on ne sait pas exactement, parce que les besoins changent d'une personne, mais globalement, il reste toujours un effet. Alors, les traitements existent, ils sont, surtout quand ils sont pris c'est carrément magique, hein, parce que. C'est toujours à vie, le traitement. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Oui, donc, il voit que c'est. Sauf dans les hypos transitoires. Oui, en général, parce que tous les symptômes vont disparaître l'un après l'autre une fois ce rééquilibrage a eu lieu et ces besoins ont été satisfaits. Donc, effectivement, le traitement, bien sûr, les traitements a été traité, c'est-à-dire a été déjà décrit. Donc, c'est par rapport à l'hyperthyroïdie, l'irathérapie, voire même. Alors, nous, le deux volets pour que les patients comprennent surtout une chose très importante, c'est que nous, on a deux volets pour contrôler un thyroïde. Quand on demande des analyses, c'est pour connaître est-ce que cette thyroïde travaille ou ne travaille pas, travaille plus ou travaille moins, pour donner un traitement ou ne pas donner un traitement. Quand on demande une échographie, c'est pour voir la structure de la glande. Est-ce qu'elle est augmentée? Est-ce qu'elle est gênante? Est-ce qu'il y a des nodules? Est-ce qu'il y a des kystes? Est-ce qu'il y a des calcifications? Nécessitant, en fonction de degré d'une classification radiologique qu'on connaît, c'est les suspects. On va faire une cytoponction. S'il y a des cellules suspectes, à ce moment-là, on est obligé d'aller vers la chirurgie pour enlever, bien évidemment. Oui, justement, pour la chirurgie, alors c'est une question qui est posée par beaucoup de gens. Est-ce que on peut vivre sans thyroïde? Bien sûr, on peut. À quoi ressemble justement la vie sans thyroïde, sans problème? On vit le plus normalement du monde, si le patient est bien substitué, c'est-à-dire par l'hormone thyroïdienne. Après, il faudra faire un suivi régulier. En général, on le fait une fois, juste après la thyroïdectomie, on fait un contrôle dans les 3 mois, donc en contrôlant la TSH. Une fois qu'on obtient l'équilibre, ça sera minimum 1 à 2 fois par an, on réalise une TSH.
et à chaque fois s'il y a une modification, on essaie d'ajuster le traitement pour que le patient reste toujours en euthyroïdie. Et s'il est toujours en euthyroïdie, il ne va pas avoir des complications, que ce soit en rapport soit en sous-dosage ou en surdosage. Euthyroïdie, si je me permets, ça le public ne sait pas c'est quoi. L'euthyroïdie, c'est d'avoir donc des fonctions thyroïdiennes normales. Alors on termine avec vous en un mot, professeur Salmoni. Traitement des nodules, parce que docteur Laifa en a dit un mot, c'est la fin de l'émission. Traitement des nodules finalement. Les goites nodulaires, c'est vrai que c'est une pathologie. Maintenant, vous savez que les services d'endocrinologie disposent tous, et même en cabinet, ils disposent tous d'échographes. Donc dès que vous avez un nodule, la question qui se pose, est-ce que c'est un nodule cancéreux ou non? Il y a à peu près 8% de cancer de la thyroïde sur population de goites nodulaires. Quand je réfère au travail de Ben Sarai, professeur Ben Sarai, sur des milliers d'analyses, c'est autour de 8-10%. Et ils sont de bons pronostics généralement, c'est ça? Ils sont de bons pronostics, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis que l'iodation est convenable. C'est du papillaire, on guérit en général, c'est beaucoup mieux que le cancer du sein, c'est beaucoup mieux que le cancer du côlon, etc. Donc on guérit totalement. Depuis quelque temps, nous avons appris aux chirurgiens de ne pas opérer s'ils n'ont pas une cytoponction, soit suspecte, soit maligne. S'il n'y a pas ça, vous devez discuter avec le chirurgien pour expliquer pour quelles raisons vous devez l'opérer. Voilà. En opérant de cette manière, on a réduit les complications et les hypothyroïdies, parce qu'il n'y a pas que les thyroïdites auto-immunes, il y a les hypothyroïdies des irrathérapies, il y a les hypothyroïdies de la chirurgie, etc. Il nous reste plus de temps. Merci à vous. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a pu répondre ne serait-ce qu'à une partie infime des questions que vous vous posez. Restez fidèles à votre émission Santé Mag. Je vous retrouve vendredi prochain avec une autre thématique. On parlera des préparatifs pour l'Aïd al-Adha. Au revoir.